En 1992, une jeune mère est abattue devant ses enfants. Les policiers se questionnent, mais ne trouvent aucune réponse à leurs interrogations. Jusqu'à ce que les membres de la famille finissent par leur fournir un indice troublant. Les policiers de l'État devront faire appel au service des agents fédéraux pour démêler un tissu de mensonges fait d'argent, de drogue et de meurtres, et ainsi découvrir l'identité des auteurs de ce crime atroce. Le 29 novembre 1992 à Atlanta, en Géorgie, c'était le retour à la maison après le congé de l'Action de grâce. Sarah Tokars, 39 ans, et ses deux enfants avaient passé le week-end avec ses parents en Floride. Son mari, un avocat réputé, était parti de son côté en voyage d'affaires. Après 9 heures de route, la famille arriva sans encombre à sa maison de Marietta, en banlieue d'Atlanta. La maison était dans l'obscurité quand Sarah se gara dans l'entrée. Mais elle n'était pas vide. Sarah n'eut pas le temps de voir l'homme qui l'attendait dans l'ombre du garage. Il brandit une arme à feu et la força à remonter à bord de son Jeep. Elle était terrifiée. Elle n'eut pas d'autre choix que d'obéir à l'homme. Celui-ci lui braqua son arme à la nuque et l'obligea à rouler en direction de la ville. Elle obéit à ses ordres. Ils arrivèrent bientôt dans un quartier désert où il lui ordonna de couper le moteur. Elle refusa. Elle le supplia de laisser ses enfants partir. Pour toute réponse, il lui tira dans la tête. Il saisit ensuite son sac à main et s'enfuit pendant que les enfants étaient toujours à bord et que le véhicule roulait toujours. Quand le véhicule s'arrêta, le fils de 6 ans de Sarah dut s'allonger sur le corps de sa mère pour couper le contact. Ensuite, il détacha la ceinture de son frère de 4 ans et ils coururent ensemble vers la maison la plus proche. On appela le service d'urgence. La police de Cobb County dépêcha des agents sans perdre une minute. Des enquêteurs arrivèrent sur les lieux pendant que les agents de police se dispersaient dans le secteur pour tenter de retrouver l'homme armé. Les policiers transmirent aux enquêteurs les informations recueillies. Les 2 garçons témoins de la fusillade avaient identifié la victime comme étant leur mère, Sarah Tokars. Leur père, Fred Tokars, était à l'extérieur de la ville. Les policiers tentaient déjà d'entrer en communication avec lui. Des experts légistes examinèrent le véhicule à l'endroit où il s'était arrêté. Il pouvait y avoir des indices à l'intérieur et tout autour. Une analyse confirma les déclarations des enfants. Le tireur était assis directement derrière Sarah Tokars lorsqu'il avait appuyé sur la détente. La façon dont les éclaboussures de sang s'étaient dispersées indiquait que le tireur avait utilisé un fusil de chasse. Les détectives savaient bien qu'il serait difficile d'obtenir des informations détaillées d'enfants aussi jeunes, surtout après qu'ils aient vécu une expérience aussi traumatisante. Le plus vieux des deux, âgé de 6 ans, fit de son mieux.
Il déclara que le meurtrier était un homme de race noire qui portait des jeans, un sweatshirt et un bonnet. Il ne peut fournir d'autres informations. Il ignorait de quel côté le meurtrier était parti après s'être emparé du sac à main de sa mère, mais il déclara que son arme ressemblait à un fusil de pirate, comme on en voyait à la télévision. Ne sachant trop ce que l'enfant voulait dire par là, les détectives espéraient obtenir des informations plus précises lors de l'autopsie. Ils confièrent les enfants à des membres de leur famille qui vivaient dans le secteur, le temps que leur père rentre et puisse s'en occuper. Les détectives avaient obtenu l'adresse de la famille à partir du numéro des plaques d'immatriculation. Ils poursuivirent leur enquête à la maison des Tokars, où tout avait commencé. Dans le salon, ils trouvèrent par terre la tige qui aurait normalement dû bloquer la porte coulissante. C'est par cette porte que le meurtrier était sans doute entré. Le système d'alarme n'avait pas été mis en fonction. Ainsi, aucune alerte ne s'était déclenchée quand l'homme était entré. Peut-être était-il un voleur qui profitait de la négligence des propriétaires. Peut-être aussi avait-il été surpris par Sarah qui revenait à la maison. De toute façon, il n'avait laissé aucun indice derrière lui. Il n'y avait pas là de piste à suivre, selon le détective en chef Arthur Allred de la police de Cobb County. À ce point de l'enquête, nous ignorions ce qui s'était produit. Pourquoi c'était arrivé dans ce quartier de classe moyenne? Un crime impliquant une mère et ses deux enfants, ça n'arrive pas dans un tel secteur. Le plus vieux des fils de Sarah aida un dessinateur judiciaire à dresser le portrait du meurtrier en le lui décrivant. On fit diffuser le portrait d'un homme noir, mince et portant un bonnet. Malheureusement, la description de l'enfant était trop vague pour susciter une piste. On finit par rejoindre le mari de la victime à un motel à Montgomery, en Alabama. Il revint immédiatement à Atlanta. Cet avocat au criminel était conscient du fait qu'on en ferait un suspect dès le départ. Il rencontra d'ailleurs les autorités en présence de son avocat. Rapidement, on put valider son alibi, l'éliminer de la liste des suspects et suivre d'autres pistes plus intéressantes. Ainsi donc, Fred Tokars se trouvait en Alabama au moment du meurtre. Il était allé y rencontrer un client incarcéré à la prison de Montgomery. Ce mari, éploré par la perte de sa femme, assura à la police que sa relation avec Sarah était solide. Tokars était prêt à tout pour aider la police à retrouver le meurtrier. Il fallait maintenant espérer que le rapport du coroner apporterait des réponses. Les médecins légistes confirmèrent le fait que Sarah Tokars avait été tuée à l'aide d'un fusil de chasse. C'était le genre d'arme qui, tronçonné, pouvait faire penser à un fusil à silex de pirate du XVIIe siècle pour un enfant. On ne retrouva que de la bourre de plastique et de gros plombs dans le Jeep. Comme aucune douille n'avait été éjectée, il serait impossible de procéder à des analyses comparatives advenant qu'on trouve une arme suspecte. De plus, les experts n'avaient découvert ni cheveux de source inconnue, ni fibres ou empreintes digitales sur le corps et les vêtements de la victime. Le tueur anonyme n'avait rien laissé qui aurait aidé les enquêteurs à trouver son identité. Comme beaucoup d'autres membres de la communauté d'Atlanta, l'ancien assistant du procureur Buddy Parker fut stupéfait par ce meurtre. Ce matin-là, on a discuté de ce meurtre dont tout le monde parlait. Il s'agissait de la femme de Fred Tokars, une personnalité bien connue du monde juridique, puisqu'il avait été l'assistant du procureur du district de Fulton County.
Je connaissais bien ce Fred Tokars. Je savais le rôle qu'il jouait en tant qu'avocat de la défense, notamment dans une affaire dont nous nous occupions à ce moment-là, impliquant un vendeur de stupéfiants. L'exercice de sa profession d'avocat de la défense aux criminels avait mis Fred Tokars en relation avec plusieurs hommes accusés de divers crimes reliés aux stupéfiants. Un meurtre comme celui de Sarah Tokars n'avait sûrement pas de mobile simple ou évident. Il ne serait pas facile de venir à bout de cette affaire. Le lendemain, 2 femmes se rendirent au poste de police de Cobb County. La sœur et la cousine de Sarah Tokars voulaient montrer un dossier au détective. Sarah l'avait remis à sa sœur 3 ans plus tôt. Elle lui avait alors dit de le transmettre immédiatement à la police s'il venait à lui arriver un malheur. Le dossier contenait une copie des relevés bancaires de son mari. Les 2 femmes croyaient que ces documents avaient peut-être quelque chose à voir avec la tentative de Sarah d'obtenir le divorce de Fred. Contrairement à ce que Fred Tokars avait laissé croire aux policiers, son mariage n'était pas très solide. Sarah désirait divorcer, mais dès qu'elle abordait le sujet, il la menaçait de se servir de ses relations dans le monde de la justice pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Sarah était prise au piège. Pour obtenir le divorce tout en conservant la garde de ses enfants, elle devait trouver une arme de dissuasion. Après une altercation avec son mari, elle avait secrètement copié certains des documents de Fred et les avait remis à sa sœur. Elle croyait que ces relevés prouvaient qu'il était impliqué dans des activités illégales. Si c'était le cas, c'était effectivement pour elle la seule façon de parvenir à ses fins en cours. Les enquêteurs examinèrent soigneusement le dossier. Peut-être leur permettrait-il de savoir si le meurtre de Sarah Tokars était le résultat d'un complot méticuleusement préparé. Les détectives de Cobb County appelèrent le bureau du FBI d'Atlanta pour leur demander de l'aide. Michael Twible se pencha sur l'affaire, résolu à déterminer si les relevés bancaires de Fred Tokars pouvaient être reliés au meurtre de quelque façon. La sœur et la cousine de Sarah avaient fourni les documents aux autorités de Cobb County, qui à leur tour sont entrés en contact avec nous. Ces documents démontraient que Fred Tokars s'était ouvert des comptes bancaires à l'étranger et qu'il avait mis sur pied des sociétés offshore. Il faudrait un peu de temps à l'agent Twible et ses collègues pour mettre la main sur les noms et les situations financières des personnes ou des sociétés qui pouvaient avoir un lien avec la mort de Sarah Tokars. Le 3 décembre 1997, soit 4 jours après le meurtre, on mit Sarah Tokars en terre. Ses 2 enfants venaient de perdre leur mère à jamais. Les enquêteurs ne disposaient toujours d'aucune piste solide quant à l'identité du meurtrier. L'homme qui avait abattu cette jeune mère courait toujours. Tout juste après l'action de grâce 1997, le FBI et les enquêteurs de la police locale poursuivaient leurs recherches pour retrouver le tireur qui avait tué, en présence de ses 2 jeunes enfants, Sarah Tokars, la femme d'un avocat réputé d'Atlanta. Le garçon de 6 ans avait fourni une vague description du suspect à la police de Cobb County en Géorgie, mais les enquêteurs ne disposaient toujours pas de pistes solides. On avait envoyé des copies des relevés bancaires du mari de la victime au bureau du FBI d'Atlanta pour les faire examiner. L'agent spécial Michael Twible espérait que son travail lui permettrait d'établir si ces documents étaient reliés au meurtre de Sarah Tokars. L'analyse des documents nous a permis de constater que M. Tokars possédait des comptes bancaires offshore et qu'il avait mis sur pied des sociétés non seulement aux îles Turks et Caïcos, mais aussi à Montserrat et aux Bahamas. Ces documents montraient également qu'il avait ouvert de nombreuses sociétés prête-nom dans la région d'Atlanta, en Géorgie.
Des prête-noms, ce sont des individus qui dirigent sur papier des sociétés fictives servant à blanchir de l'argent. Même si Fred Tokars n'avait jamais été accusé de blanchiment d'argent en tant que tel, il était expert en la matière. Buddy Parker, ancien assistant du procureur aux États-Unis, savait que Tokars n'était pas seulement un avocat réputé, mais également un comptable agréé. Dans la communauté du monde de la justice d'Atlanta, tout le monde savait que Fred Tokars était un expert en blanchiment d'argent. Il avait même donné des séminaires au sein des forces policières de l'État à ce sujet. Enquêter sur les finances d'un homme aussi habile serait à coup sûr une entreprise délicate. Tokars était apprécié et il comptait d'excellentes relations parmi la haute société d'Atlanta. Il était très connu à Cobb County. Il était dans les cercles politiques, tellement qu'il avait été juge adjoint à la cour municipale et adjoint du procureur pour Fulton County. Il comptait de nombreux amis haut placés et il avait soutenu plusieurs campagnes électorales, autant à l'échelon local qu'à celui de l'État. Les enquêteurs rencontrèrent de nouveau Tokars et son avocat. Ils lui dirent qu'à leur avis, il pouvait y avoir un lien entre ses affaires et le meurtre de sa femme, et ils l'interrogèrent à propos de ses clients. Fred Tokars reconnut que sa clientèle comptait de nombreux trafiquants de drogue violents qui évoluaient dans des cercles dangereux. L'un d'eux en particulier passait pour être l'un des plus gros fournisseurs de cocaïne de la région d'Atlanta. Ce trafiquant était retourné s'installer à Détroit après qu'un autre des clients de Tokars l'ait présumément forcé à se rabattre au nord. Peu de temps après, il avait été abattu devant la maison de sa mère. L'arme du crime, un pistolet trouvé ultérieurement dans une ruelle adjacente, avait été acheté dans une armurerie du nord d'Atlanta. Tokars émit l'hypothèse que les autres membres du gang de ce trafiquant, ou encore ceux-là même qui l'avaient assassiné, avaient peut-être fait tuer Sarah pour lui envoyer un message de menace à lui. Les détectives obtinrent un mandat de perquisition du bureau de Tokars pour voir s'il y avait dans ses papiers quelque indice qui les conduirait au meurtrier. Ce soir-là, les agents du ministère du Revenu aidés d'enquêteurs de la police firent une fouille approfondie du bureau. Ils confisquèrent des dossiers, des agendas et des échéanciers qui remontaient à plusieurs années. Malheureusement, on ne trouva aucun indice formel relatif au meurtre. Toutefois, dans la marge des agendas de Tokars, les agents remarquèrent des notes au sujet de ses comptes bancaires offshore. Le montant déposé dans ces comptes dépassait largement les sommes que Tokars indiquait dans sa déclaration de revenus chaque année. Fred Tokars semblait avoir fait usage de son expertise en matière de blanchiment d'argent pour son propre profit. Les autorités locales et fédérales rencontrèrent alors des représentants du bureau du procureur d'Atlanta. On soupçonnait Fred Tokars de s'adonner à beaucoup d'activités illégales en plus du blanchiment d'argent. Nous avions déjà relevé les opérations de blanchiment d'argent. Mais là, nous avons obtenu d'autres indications sur les opérations bancaires offshore. Avec ces documents en main, nous avions la conviction d'avoir assez de preuves pour ouvrir une enquête sur les opérations de Fred Tokars. Parker apprit alors qu'en août 1992, la brigade des stupéfiants avait arrêté un des clients de Tokars au cours d'un coup monté. Il s'appelait Anthony Brown. C'était, au dire de tous, un vendeur de cocaïne à Atlanta. La veille de son arrestation, des agents avaient intercepté un de ses messagers au Texas et saisi plus de 100 kilos de cocaïne. Dans le coffre de la voiture de Brown, les agents avaient trouvé 50 000 $ en liquide. Ils trouvèrent également des documents
indiquant que Fred Tokars n'était pas seulement son avocat, mais qu'il avait également été le maître d'œuvre pour l'incorporation d'une boîte de nuit d'Atlanta au nom de Brown. Au service de police, on croyait que cette boîte de nuit n'était qu'une couverture pour blanchir l'argent du trafic de stupéfiants auquel participait Brown. L'agent Jeff Dahlman de la brigade des stupéfiants avait participé au coup monté pour arrêter Brown. Parker espérait que l'affaire du trafic de stupéfiants à laquelle avait participé Dahlman les aiderait dans l'enquête sur le meurtre. Le meurtre de Mme Tokars a eu pour effet de tourner les réflecteurs sur les agissements de Fred Tokars au cours des dernières années. Et ce qui a été mis en lumière, c'est que Fred Tokars avait été en relation étroite avec plusieurs trafiquants de drogue de la région d'Atlanta. Mais jusqu'où allaient les relations de Tokars avec ces trafiquants? Les policiers interrogèrent de nouveau les voisins des Tokars pour s'assurer que rien ne leur avait échappé. Une amie proche de Sarah confirma que celle-ci voulait divorcer de son mari, mais qu'elle avait peur de lui. Peu de temps avant le meurtre, Sarah lui avait confié qu'elle avait trouvé des documents suspects dans les papiers de son mari. Selon cette voisine, Sarah croyait qu'il ne s'agissait pas simplement de relevés bancaires offshore, mais bien de preuves solides de ses activités criminelles. Une dizaine de jours avant de mourir, Sarah avait confié à son amie qu'elle en savait long sur Fred. Elle avait trouvé des documents qui démontraient qu'il fraudait le fisc. Elle avait l'intention de remettre ces informations aux autorités avant de demander le divorce. Si Sarah avait dit à son mari qu'elle disposait de ces preuves, cela pouvait l'avoir motivée à la tuer. Les enquêteurs apprirent également qu'un détective privé travaillait pour Tokars. Le détective admit que l'avocat l'avait engagé pour approcher des trafiquants de drogue et leur offrir de blanchir leur argent. Son nom figurait également avec celui de Tokars sur la liste des propriétaires d'une autre boîte de nuit d'Atlanta, selon l'agent Michael Twible. Nous avons découvert qu'il était le propriétaire d'une société. En fouillant davantage, nous avons appris qu'il était un prête-nom. Quand je dis prête-nom, je veux dire par là qu'il était la personne légalement responsable de ce club de nuit, alors qu'en fait, il n'en était rien. Fred Tokars avait pensé à tout. Selon le détective privé, Tokars courtisait les trafiquants de stupéfiants les plus connus comme Anthony Brown, des hommes qui avaient beaucoup d'argent, mais à qui il était impossible d'investir cet argent sans attirer l'attention du ministère du Revenu. Tokars étant un expert en blanchiment d'argent, il leur proposait ensuite de déposer leur fortune dans des comptes bancaires offshore ou d'investir dans des entreprises telles que des boîtes de nuit où les revenus étaient principalement en argent liquide. L'argent pouvait ensuite être réinvesti dans des institutions financières régulières. Pour blanchir de l'argent, on peut par exemple dire qu'on a payé 15 000 $ à un chanteur, alors qu'en fait, on ne lui en a donné que 5 000 en liquide. Tokars touchait des milliers de dollars à chaque transaction. Il savait pertinemment qu'il faisait affaire avec des trafiquants de stupéfiants et ce que ces derniers faisaient de leur argent. Son objectif était de mettre des sociétés sur pied, principalement des boîtes de nuit, des commerces qui faisaient des affaires avec de l'argent liquide, où il leur était facile de blanchir l'argent qu'ils gagnaient par la vente de stupéfiants. Les autorités croyaient de plus en plus que le meurtre de la femme de Fred Tokars était relié à la relation entre celui-ci et les narcotrafiquants. Mais les détails de l'affaire étaient loin d'être explicites. Plusieurs semaines après le meurtre de Sarah Tokars, l'homme capable de tuer une innocente femme en présence de ses enfants était toujours au large. En décembre 1992, plusieurs semaines après le meurtre de Sarah Tokars, les autorités de l'État et du fédéral n'avaient toujours pas retrouvé la trace de ce tireur isolé et ne disposaient encore d'aucun indice sur son identité.
peu de temps avant sa fin tragique, Sarah avait trouvé des documents dans le bureau de son mari qui, selon elle, démontraient qu'il avait des activités illégales. L'ex-procureur Buddy Parker croyait que Sarah avait menacé son mari de le dénoncer s'il refusait de lui accorder le divorce. Nous avons alors commencé à penser qu'on avait tué Sarah Tokars pour la faire taire, car on savait qu'elle détenait des informations, ou du moins qu'elle croyait en détenir sur le rôle et l'implication de son mari dans le blanchiment d'argent des narcotrafiquants. Non seulement Fred Tokars représentait-il des trafiquants de drogue violents, mais en plus, il faisait affaire avec eux. Les enquêteurs disposaient maintenant de preuves que les clients de Tokars blanchissaient leur argent par le biais de leur boîte de nuit. Si sa femme avait menacé de le dénoncer, Tokars et ses clients avaient beaucoup à perdre. Le FBI concentra son attention sur les boîtes de nuit dont l'incorporation avait été faite grâce à l'avocat. L'agent spécial Michael Twible commença par examiner une pile de relevés à la recherche d'un nom qui relierait Tokars directement au meurtre. Nous avons examiné des relevés de société, de même que des permis d'alcool et des permis de commerce incorporés par Tokars, pour tenter de déterminer qui exactement possédait ces boîtes de nuit. Peu à peu, les agents parvinrent à comprendre la structure de ces commerces, à connaître leurs propriétaires et le montant des profits qu'ils généraient. Mais rien de tout cela n'avait permis d'identifier un suspect dans le meurtre de Sarah Tokars. Après plusieurs mois sans résultat, la police de Cobb County eut finalement un coup de chance. Un détective qui travaillait sur l'enquête reçut un tuyau de son frère, policier à Fulton County. Le policier se rappelait avoir aperçu le nom de Fred Tokars dans le dossier d'un homme d'affaires pour lequel on avait émis un mandat d'arrestation. Le nom de cet homme était Eddie Lawrence. Il était recherché parce qu'il avait tiré des faux chèques d'un des comptes bancaires de Tokars. De tous les associés et clients de Tokars, Eddie Lawrence était le seul qu'il n'ait jamais mentionné à la police. Les autorités ne tardèrent pas à apprendre qu'Eddie Lawrence et Fred Tokars étaient pourtant impliqués ensemble dans diverses entreprises, notamment dans le domaine de la construction, de la rénovation et des prêts hypothécaires. Tokars avait également assuré sa défense à plusieurs reprises pour des délits mineurs. Cette piste était peut-être ténue, mais elle valait tout de même la peine d'être explorée. Grâce à Fred Tokars, Eddie Lawrence était en contact avec des personnes très influentes en ville. Eddie accompagnait Fred aux assemblées de collecte de fonds des partis politiques. Et tout d'un coup, Eddie est devenu un membre de cette haute société. Il avait des contacts avec tous ces gens-là. Il était très à l'aise lors des cocktails et autres réunions du genre. Il se mêlait à toutes les conversations. C'était la grande vie. Et tout ça grâce à Fred Tokars. Quelques jours plus tard, le jeune homme d'affaires accepta d'être interrogé par la police après qu'on eut découvert qu'il avait appelé Tokars à plusieurs reprises le jour du meurtre. Eddie Lawrence déclara qu'il faisait des affaires avec l'avocat depuis plus d'1 an et que tous ses appels avec lui concernaient leur travail. Il ne savait rien du meurtre de Sarah Tokars. Comme les détectives avaient arrêté Lawrence pour un faux chèque, ils durent le remettre en liberté sous caution. Les enquêteurs voulaient voir lequel des associés de Tokars montrerait des signes de nervosité en apprenant que la police enquêtait sur Lawrence. La tactique porta fruit. Un des informateurs secrets de la police appela alors. Dans la rue, une rumeur circulait à l'effet qu'Eddie Lawrence s'était mis à la recherche d'un tueur à gages peu de temps avant le meurtre de Sarah. On disait même qu'il avait forcé l'un de ses employés à l'aider à trouver quelqu'un. La cible était une femme qui, selon lui, l'empêchait de mettre la main sur beaucoup d'argent. L'employé avait trouvé quelqu'un qui ferait le travail pour lui, Curtis Warren. Ce junkie avait une longue feuille de route qui incluait des vols à main armée.
Comme il avait toujours besoin d'argent, il serait peut-être intéressé. Même si l'informateur ne mentionna à aucun moment le nom de Fred Tokars, les enquêteurs disposaient enfin d'un lien potentiel entre celui-ci, Eddie Lawrence et le tueur à gages. Les détectives interrogèrent Eddie Lawrence de nouveau. Ils le questionnèrent sur sa relation avec Tokars. Il réaffirma qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre. Les policiers étaient persuadés du contraire. Le 16 décembre 1992, par crainte que Lawrence ne disparaisse, la police annula sa liberté sous caution et le mit en détention. Mieux valait qu'il soit derrière les barreaux lorsque les détectives se mettraient à la recherche de Curtis Rower. Ils commencèrent par obtenir le mandat de perquisition de la maison de College Park où Rower vivait, ainsi qu'un mandat d'arrestation. La plus grande prudence était de mise. Si Rower avait pu tuer une femme de sang-froid, que ferait-il s'il se sentait piégé? La femme qui ouvrit aux policiers déclara qu'elle ignorait si Rower s'y trouvait. Même si un premier coup d'œil général sur les lieux ne donna pas grand résultat, les policiers restèrent prudents. L'un d'eux entendit alors du bruit provenir d'une chambre à coucher. Curtis, you're in the bed. Let me see your hands. Il y trouva Curtis Rower. Hands where I can see them. Stay on the ground. Stay facing. Celui-ci n'était pas armé. Lay down, all the way down. Spread your hands out. Rower fut emmené et accusé de meurtre. Il déclara qu'Eddie Lawrence, l'associé d'affaires de Fred Tokars, lui avait offert 5 000 $ pour tuer Sarah Tokars, mais il avait eu trop peur pour le faire et il avait laissé Lawrence faire le travail à sa place. Rower reconnut toutefois que c'était lui qui avait enlevé la famille à bord du Jeep. Quand Sarah s'était arrêtée, dit-il, il avait été incapable d'appuyer sur la détente. C'est à ce moment qu'Eddie Lawrence était arrivé et lui avait hurlé de tirer. Lawrence s'était alors emparé du fusil et le coup était parti, tuant ainsi Sarah Tokars. Par la suite, les deux hommes s'étaient enfuis à bord de la voiture de Lawrence. Les policiers avaient l'impression que Rower minimisait son rôle dans l'affaire, mais le seul témoin qui pouvait réfuter ses aveux n'était qu'un enfant de 6 ans. Celui-ci n'avait jamais parlé de deux individus. L'enfant serait forcé d'identifier l'homme qui avait terrorisé sa famille lors d'une séance d'identification, à moins qu'Eddie Lawrence ne corrobore les déclarations de Rower. Les autorités accusèrent Eddie Lawrence de complot de meurtre, mais celui-ci refusa de confirmer ou de nier la déposition de Rower. La police de Cobb County avisa Fred Tokars qu'Eddie Lawrence et Curtis Rower avaient tous deux été formellement accusés du meurtre de sa femme. Il apprit la nouvelle lors d'un séjour chez les parents de Sarah en Floride, où il passait quelques jours à l'occasion du congé de Noël. Ses beaux-parents déclarèrent par la suite que bien que toute la famille ait exprimé son soulagement, ce ne fut pas le cas de Tokars. Il avait l'air déprimé. Les arrestations de Lawrence et Rower faisaient les manchettes. Tokars se trouvait par le fait même dans la mire des médias. Il refusa de faire le moindre commentaire. Comme la déposition du tueur à gages ne concordait pas avec les déclarations du fils de Tokars, on demanda à l'enfant de 6 ans de participer à une séance d'identification. Tous correspondaient à la description qu'il avait donnée du meurtrier de sa mère. Les détectives lui dirent de prendre le temps qu'il lui fallait avant d'arrêter son choix. Mais ce fut inutile.
L'enfant était trop jeune ou alors il avait eu trop peur pour se rappeler le visage du tueur. Quand on tenta de joindre Fred Tokars en Floride pour le mettre au courant, il avait disparu. Fred avait quitté sa belle famille pour retourner à son hôtel. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Le lendemain matin, ils l'ont appelé pour le réveiller, mais n'ont eu aucune réponse. Inquiet, le père de Sarah se rendit en vitesse à l'hôtel de Tokars. Celui-ci avait avalé une poignée de somnifères à l'aide d'une bière. La gérante de l'hôtel s'empressa de faire venir une ambulance. Apparemment, il a tenté de s'enlever la vie après avoir entendu dire qu'Eddie Lawrence, son associé, avait été arrêté pour le meurtre de sa femme. Le père de Sarah trouva alors un mot écrit de la main de Fred Tokars sur la table à côté de son lit. Dans cette chambre d'hôtel, il avait rédigé une longue lettre confuse où il s'excusait de la douleur que son style de vie avait causé à sa famille. Il disait que Sarah était une femme merveilleuse. Après avoir rédigé cette lettre la veille de Noël, Fred Tokars avait avalé une poignée de somnifères pour mettre fin à ses jours. Il gisait dans son lit et respirait à peine. S'il mourait, on ne saurait peut-être jamais la vérité sur le meurtre de sa femme. À la fin de décembre 1992, Fred Tokars, l'avocat réputé d'Atlanta soupçonné d'avoir comploté de tuer sa femme, gisait dans son lit d'un hôtel de Floride après avoir avalé des somnifères. Il fut conduit d'urgence à l'hôpital où il fut réanimé. Quand on lui donna congé, il tint une conférence de presse. Il déclara au public qu'il traversait une période dépressive et que les médias lui rendaient la vie difficile. Il ajouta qu'il avait choisi de s'installer en Floride pour échapper à l'attention des journalistes. Mais il croyait que justice serait bientôt faite. Le FBI était du même avis que lui. Les enquêteurs avaient l'intime conviction que Fred Tokars, par l'entremise de son associé Eddie Lawrence, avait engagé un tueur pour assassiner sa femme Sarah. Ils décidèrent de faire accuser Tokars en vertu des lois contre les rackets, le RICO. Ainsi, avant de prouver qu'il avait fait tuer Sarah pour l'empêcher de dévoiler ses activités illégales, on devrait faire la lumière sur ses activités. Le RICO s'attaque essentiellement à la conspiration de plusieurs individus qui commettent, parfois isolément, toutes sortes de crimes qui contribuent au profit du groupe criminel, lui permettant de continuer à exister et à être lucratif. Un grand jury fédéral désigna Tokars comme un conspirateur dans l'affaire du meurtre de sa femme. Même si Eddie Lawrence, l'associé de Tokars, était resté silencieux après plusieurs mois de prison, les enquêteurs espéraient que cette déclaration publique du grand jury l'encouragerait à parler enfin contre Tokars. Peu de temps après, le bureau du procureur d'Atlanta apprit qu'Eddie Lawrence était prêt à passer à table en échange d'une peine réduite. Pour cette déposition tant attendue, les enquêteurs trouvèrent un endroit isolé en Géorgie qui serait surveillé du haut des airs par hélicoptère. L'agent Jeff Dalman de la brigade des stupéfiants faisait partie de l'équipe qui devait s'assurer que tout irait bien.
Nous nous sommes rendus sur les lieux avant l'arrivée de Lawrence. Nous avions tenu cet endroit top secret. Les seules personnes qui savaient où nous le gardions étaient les gens du service de police de Cobb County. À ce moment-là, Lawrence était notre témoin clé dans cette enquête, et sa sécurité était primordiale pour nous tous. Dans une maison transformée en place forte, Eddie Lawrence déclara aux enquêteurs que Tokars et lui n'étaient pas que partenaires dans le domaine de la construction, mais qu'ils étaient également impliqués dans le blanchiment d'argent. Lawrence raconta en détail à l'agent du FBI Michael Twible comment leur système fonctionnait. Tokars lui avait demandé de solliciter des vendeurs de stupéfiants dans les diverses boîtes de nuit et de leur offrir de blanchir leur argent. Bientôt, il a impliqué Eddie Lawrence dans de nombreuses entreprises. Lawrence devait sa prospérité à Tokars. Mais il devait également 70 000 $ à l'avocat en dette d'affaires. Fred Tokars a rencontré Eddie Lawrence et lui a dit que Sarah avait l'intention de divorcer et de tout lui prendre. Il avait la ferme intention de ne pas la laisser faire. Comme il ne comptait pas la laisser le ruiner, il voulait qu'elle meure. Lawrence commença par refuser. Même s'il avait commis des crimes relatifs au commerce de drogue, il n'avait jamais été impliqué dans un meurtre. Lawrence lui aurait répondu « Laissez avoir la maison, les enfants et les voitures ». Tokars aurait rétorqué « J'ai travaillé trop fort pour la laisser avoir tout ça ». Selon Lawrence, Tokars préparait le meurtre depuis plusieurs mois. Il avait d'abord prévu de la faire tuer dans son bureau, mais s'était ravisé en se disant que cela serait plus approprié de le faire à la maison. Tokars devait payer Lawrence 25 000 $ pour ce meurtre. Selon Lawrence, Tokars a demandé à ce que le meurtre ait lieu quand il serait à l'extérieur de la ville. Lawrence devait maquiller le meurtre en tentative de vol. Que tout ça ait lieu devant les enfants était une situation assez exceptionnelle. Mais Tokars aurait alors dit à Lawrence que les enfants finiraient par s'en remettre, qu'ils étaient jeunes et que de voir leur mère se faire tuer ne les dérangerait sans doute pas tant que ça. Lawrence reconnut qu'il était incapable de tuer une innocente femme et que c'était pour ça qu'il avait engagé Curtis Warrer. Après que celui-ci eut tué Sarah Tokars, Lawrence l'éloigna de la scène. Pour sa coopération dans le complot de ce meurtre, Lawrence écopa d'une peine d'emprisonnement de 12 ans et demi. Quant au tueur à gages, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tokars, lui, était toujours un homme libre. Tokars avait la garde de ses deux enfants. Au moment de l'enquête et jusqu'à son arrestation, nous avions peur qu'il ne leur arrive quelque chose. Tokars était conscient d'être surveillé. Les médias étaient toujours sur lui en Floride à ce moment-là. Il savait donc que des personnes épiaient ses moindres faits et gestes. Nous avons dû mettre un plan au point pour le faire sortir de chez lui et nous assurer que personne ne serait blessé lors de son arrestation. Comme Tokars détestait tout ce qui avait trait aux médias, les agents firent semblant d'être des journalistes dans l'espoir de l'attirer à l'extérieur et d'obtenir une réaction de sa part. Notre plan, c'était que Tokars sorte de chez lui et qu'il vienne nous parler, ce qu'il avait déjà fait avec d'autres personnes garées devant chez lui. Cela a fonctionné. Il a descendu les escaliers et appelé la police. Les policiers dépêchés sur les lieux étaient au courant de la ruse. Quand Fred Tokars sortit de chez lui pour porter plainte, il fut arrêté. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.
Mais deux jurys distincts, l'un au niveau fédéral et l'autre à l'échelon de l'État, l'ont trouvé coupable de racket, de blanchiment d'argent, d'avoir engagé quelqu'un pour commettre un meurtre et de meurtre. Il a été condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour avoir accordé plus d'importance à sa cupidité qu'à la vie de la mère de ses 2 enfants, il ne recouvrera jamais la liberté. En Arizona, un lot d'argent disparaît dans le désert en même temps que les 2 hommes chargés d'en assurer la surveillance. Le FBI ignore si ces gardiens sont les auteurs de ce vol ou s'ils ont plutôt été victimes d'une embuscade. Les réponses gisent quelque part dans le sable de ce vaste territoire du Nord-Ouest. Les agents devront faire preuve d'ingéniosité pour réunir les indices épars et découvrir la vérité. Le 24 mai 1977 à Phoenix, en Arizona. Les employés d'une entreprise de convoi de fonds avaient pris 333 000 $ en espèces dans les coffres-forts de la compagnie et les avaient placés dans un fourgon blindé. Le conducteur et son collègue allaient, comme d'habitude, distribuer cet argent aux banques de l'Arizona. Y'all about ready to go? We got a problem with this door. I think we want to take a look at it. Let me see. L'un des 2 hommes remarqua que la poignée de la porte latérale du fourgon était défectueuse. Les 2 hommes signalèrent le problème à l'équipe d'entretien des véhicules avant de partir sur la route. Ce délai retarda toutefois Cecil Newkirk et Russell Dempsey d'1 heure sur leur horaire habituel. Leur itinéraire s'étendait de Phoenix à Flagstaff, 240 km plus au nord. Il serait difficile de tout faire avec ce retard d'1 heure. Les banques avaient besoin de ces liquidités pour répondre aux demandes de leur clientèle. À 10h30, l'entreprise reçut l'appel d'une banque où l'on n'avait toujours rien reçu. Le téléphoniste imputa ce problème au départ retardé du matin. Malgré certaines tentatives au cours de l'après-midi, il ne parvint cependant pas à rejoindre les gardiens. À 16h30, comme on était toujours sans nouvelles des 2 hommes, l'entreprise décida d'appeler le FBI. Le bureau de Phoenix fit alors diffuser un message à toutes les unités de patrouille de la région, leur donnant la description du véhicule blindé. Les autorités de l'État et les services de police locaux profitèrent des dernières heures d'ensoleillement pour se mettre à la recherche du véhicule disparu. Ils ne trouvèrent ni trace du fourgon, ni des 2 hommes. L'agent spécial Stephen Chenoweth du bureau du FBI de Phoenix, aujourd'hui retraité, s'est d'abord demandé si les 2 gardiens ne s'étaient pas eux-mêmes enfuis avec l'argent. La première chose à faire, c'était d'examiner le dossier des 2 hommes, afin de voir s'il n'était pas possible qu'ils soient impliqués. Les 2 hommes étaient mariés.
Au cours de la soirée, un agent du FBI interrogea leurs femmes séparément. Selon elles, leur mari n'avait aucun problème financier qui aurait pu les motiver à voler cet argent. Les responsables de l'entreprise abondèrent dans le même sens. Les deux gardiens travaillaient pour eux depuis 20 ans. Leur itinéraire régulier couvrait un vaste secteur de l'État. Les autorités devraient fouiller près de 2600 km² d'une zone presque entièrement désertique. Le lendemain, des hélicoptères du ministère de la Sécurité publique refirent l'itinéraire que devait suivre le fourgon blindé. Ils survolèrent l'autoroute 17 en direction de Flagstaff en prenant soin de vérifier toutes les sorties. Ils trouvèrent enfin le fourgon à 80 km au nord de Phoenix. Il avait été abandonné à un demi-kilomètre de l'autoroute dans un secteur isolé près de Bumblebee. Les agents de la sécurité publique et les policiers locaux fermèrent le secteur à la circulation en attendant l'arrivée des agents du FBI. Ces derniers s'approchèrent prudemment du véhicule. Ils voulaient éviter de fausser des traces de pas autour du fourgon. Les portes étaient verrouillées. De l'extérieur, il était impossible d'établir ce qui s'était passé. Il ne semblait pas y avoir eu de lutte à l'intérieur, mais il nous fallait absolument y entrer pour effectuer des fouilles complètes et un examen en règle du fourgon. Ce n'est que plus tard, au cours de cette matinée, qu'on nous a apporté le double de la clé du véhicule et que nous avons pu monter à bord. La radio était toujours en marche, même si personne au siège social n'avait reçu d'appel à l'aide. On n'avait pas déclenché le système d'alarme. De plus, le fusil que l'on gardait à l'intérieur du véhicule pour parer à une attaque n'avait pas été utilisé puisque le dispositif de sécurité n'avait pas été dégagé. Les deux gardiens n'avaient utilisé aucun des outils à leur disposition pour signaler qu'il y avait eu un vol. À l'arrière, les agents trouvèrent plusieurs milliers de dollars en pièces de monnaie, mais aucune trace des 293 000 $ en billets de banque qui auraient dû s'y trouver. Des éclaboussures de sang par terre et sur les sacs d'argent indiquaient que quelqu'un avait été blessé. Parmi les traces de pas par terre, les enquêteurs remarquèrent des traces de pneus juste derrière le fourgon. Les techniciens prirent des photos et des moulages de ces empreintes. Il était peu probable qu'un homme seul ait pu s'en prendre aux deux gardiens. L'emplacement du véhicule, l'état dans lequel il se trouvait et tous les indices que nous avons trouvés sur la scène nous indiquaient que ce crime avait été planifié et qu'il avait été commis par plus d'une personne. Le policier Dale Lent du comté voisin de Mojave participa à l'enquête. Cet agent spécialisé dans les narcotiques est également formé pour identifier les empreintes sur le sol. Il put reconstituer les événements à partir des traces de pas et des empreintes de pneus. Il était alors l'un des deux seuls experts autorisés à témoigner en cours en Arizona. Ma priorité, c'était de vérifier tout le secteur pour voir si les gardiens avaient été attirés à l'écart du fourgon et pour voir si quelque chose leur était arrivé. Nous avons donc commencé par examiner la scène à 360 degrés, ce qui incluait un tronçon de la route un peu plus loin. Les gardiens n'étaient nulle part en vue. Mais sur une colline, près de là où l'on avait abandonné le fourgon, Lent trouva de nouvelles traces de pneus et de pas. De cette position, on avait une excellente vue de l'autoroute qu'avait emprunté le fourgon. Près du fourgon lui-même, le policier trouva deux ensembles d'empreintes de grande dimension. À partir de ces observations, il en conclut qu'au moins un autre véhicule et deux hommes étaient impliqués. Le véhicule était descendu pour reculer près du fourgon. Ensuite, les hommes avaient saisi soit l'argent, soit les deux gardiens.
C'était difficile à déterminer, mais j'optais davantage pour l'hypothèse de l'argent à cause de l'énorme quantité d'empreintes. Toutes les allées et venues avaient fini par créer un sentier de terre battue. En examinant les empreintes de pneus de plus près, Lent en déduisit que le véhicule avait suivi le fourgon à partir de l'autoroute jusqu'à l'endroit où il avait été abandonné. Des traces encore plus profondes, qui se dirigeaient à nouveau vers l'autoroute, montraient que le véhicule était beaucoup plus lourd à son départ qu'à son arrivée. Les enquêteurs en déduisirent que, morts ou vifs, les gardiens avaient sans doute été enlevés par leurs assaillants. Le FBI se tourna vers les médias pour obtenir de l'aide. Nous avons tout fait pour que cette histoire fasse la manchette de tous les bulletins de nouvelles et que la population sache que nous étions à la recherche de ces gardiens. La couverture médiatique provoqua des appels de témoins. De nombreux automobilistes avaient aperçu le fourgon arrêté sur l'autoroute 17 en direction nord dans la matinée du 24 mai. L'un d'eux avait même vu un agent du service de sécurité publique marcher en direction du fourgon. D'autres témoins firent des déclarations similaires, même si la marque et la couleur de la voiture de l'agent n'étaient pas toujours les mêmes. Certains d'entre eux déclarèrent que l'agent s'était garé devant le fourgon, d'autres derrière. Des enquêteurs appelèrent sans tarder le service de sécurité publique, mais aucun de ces agents n'avait arrêté un fourgon blindé sur l'autoroute 17 ce matin-là. Les agents du FBI, accompagnés de l'agent Lent, examinèrent l'autoroute 17 à la recherche de l'emplacement dont avaient parlé les témoins. Le policier trouva alors l'endroit précis où le fourgon avait été forcé de s'arrêter. Les traces étaient récentes. Elles avaient été faites entre 24 et 48 heures plus tôt. On pouvait même voir à quel endroit un individu était descendu du fourgon. Il y avait également des traces brouillées qui montraient qu'il y avait eu du mouvement. Des traces plus profondes indiquaient qu'il y avait eu de la bagarre près de l'arrière du fourgon. D'autres traces de pneus correspondaient aux traces du véhicule qui s'était approché du fourgon, là où on l'avait abandonné. Fait étrange, on retrouva des traces identiques un peu plus loin devant l'endroit où le fourgon s'était arrêté. L'enquête piétina pendant quelques semaines. Puis, dans la matinée du 16 juin 1977, à 500 km au nord-ouest de l'endroit où l'on avait abandonné le fourgon, deux pêcheurs firent une découverte macabre au lac Mead. Un cadavre flottait à Debbie's Cove. Ils avisèrent aussitôt le service des parcs nationaux. Des enquêteurs se rendirent dans la baie où l'on avait aperçu le corps. Les forces policières locales travaillèrent avec les plongeurs du service des parcs nationaux. Ils s'approchèrent lentement du cadavre. Ce dernier était encore habillé. La tête et le torse étaient recouverts d'un sac de jute. Un policier retira le portefeuille qui se trouvait dans la poche arrière. La victime était Russell Dempsey, l'un des gardiens du fourgon blindé. Les plongeurs continuèrent à fouiller les eaux du lac dans l'espoir de trouver l'autre gardien, mais sans succès. Un peu sous la surface de l'eau, ils trouvèrent alors deux morceaux de bois attachés ensemble avec de la corde. What you got? Okay, bring it on over to the boat here. Cela ressemblait à un garrot de fortune que l'on aurait fabriqué pour étrangler quelqu'un. Cette enquête pour vol était maintenant devenue une enquête pour homicide. Les enquêteurs ne disposaient pas encore de suspects. Ils savaient seulement qu'un agent de la sécurité publique de l'Arizona ou quelqu'un qui se faisait passer comme tel était peut-être impliqué dans l'affaire.
Dans la matinée du 16 juin 1977, les plongeurs du service des parcs nationaux avaient découvert un cadavre dans le lac Mead. C'était celui d'un des 2 gardiens du fourgon blindé disparu le 24 mai, en même temps que 293 000 $. On ignorait encore où se trouvait l'autre gardien et l'argent volé. Après examen, le médecin légiste du comté conclut que l'homme trouvé dans le lac avait été victime d'une crise cardiaque. On l'avait également étranglé. Les enquêteurs en déduisirent que le garrot trouvé près du corps avait sans doute servi à cet usage. Une mèche de cheveux de la victime accrochée à l'instrument étaya leurs soupçons. Les agents du FBI se rendirent au lac Mead pour y interroger les habitants de ce site de villégiature. Celui qui avait abandonné le cadavre avait vraisemblablement utilisé un bateau pour se rendre en eau plus profonde. Plus de 20 agents passèrent en revue les commerces de location d'embarcation autour du lac de 640 km². Même si personne n'avait été témoin d'activités suspectes, les agents recueillirent tous les reçus de location en espérant éventuellement y retrouver le nom d'un suspect. L'agent spécial Laird East End, aujourd'hui retraité de l'agence Kingman Resident du FBI, se joignit alors à l'enquête. Il nota tous les noms des individus qui avaient visité le secteur. Il n'y avait aucune piste solide sur l'identité de l'auteur de ce crime. Notre agent assistant en charge au bureau de Phoenix a alors décidé de demander à d'autres agents du FBI de vérifier auprès de toutes les stations-service entre le secteur où l'on avait retrouvé le fourgon blindé et le lac Mead, où le corps avait été découvert. Il y avait une distance de plus de 500 km entre les deux. En tenant compte des diverses routes d'accès vers le lac, les agents auraient à visiter des centaines de stations-service. Ils commencèrent par interroger un certain Stan, le propriétaire d'une station-service qu'ils connaissaient déjà. J'ai demandé à Stan s'il avait entendu parler du vol. Il m'a répondu qu'il attendait juste que quelqu'un vienne le voir pour en parler. Il m'a alors raconté que le lendemain du vol, il avait dû se rendre au lac Mead avec sa dépanneuse pour dégager un pick-up qui s'était embourbé en reculant trop près du lac. Le 25 mai, Stan avait reçu un appel de 2 hommes dont le pick-up s'était embourbé à Bonnelly Landing aux abords du lac. Les 2 hommes lui avaient dit qu'ils avaient trop bu d'alcool pendant qu'ils pêchaient et qu'ils s'étaient sans doute approchés trop près de l'eau. Bien que Stan n'ait vu aucun matériel de pêche dans le pick-up, il avait remarqué des marques profondes dans la poussière au fond du plateau du pick-up. Comme si on avait tiré quelque chose de lourd pour le sortir du véhicule. Stan conduisit alors les 2 hommes à sa station-service. Il rédigea un reçu qu'il leur demanda de signer. Les 2 hommes hésitèrent un peu avant que l'un d'eux accepte finalement de signer le document. Le nom qu'il utilisa était Michael Portland. Le propriétaire de la station-service croyait pouvoir reconnaître les 2 hommes sans effort s'il les voyait à nouveau. C'était le coup de pouce qu'espéraient les enquêteurs. Les agents se mirent à la recherche du nom de Michael Portland sur les centaines de reçus des entreprises de location d'embarcation du lac Mead. Après plusieurs heures, ils le trouvèrent enfin. Michael Portland avait loué un bateau le lendemain du vol et indiqué sur le formulaire que sa destination était Bonnelly Landing. C'était l'endroit exact où le pick-up avait dû être remorqué. Les agents retournèrent au lac Mead à la recherche de nouveaux indices entre Bonnelly Landing et l'entreprise de location de bateaux située sur la rive opposée. Il n'y avait que 7 km entre les deux. C'est là que les policiers trouvèrent un autre corps recouvert d'un sac flottant à la surface du lac. C'était le 2e gardien disparu.
Avant d'être immergé, il avait été battu violemment. Le médecin légiste trouva 2 marques sur sa poitrine qui correspondaient à des blessures infligées avec une arme à impulsion taser. On recueillit les effets personnels du gardien, notamment une montre qui s'était arrêtée à 22h37 le 26 mai. L'équipe de l'agent spécial Stephen Chenoweth redoubla d'ardeur pour trouver des indices au lac Mead. En nous basant sur l'endroit où les corps avaient été trouvés et sur les courants, de même que sur le laps de temps pendant lequel ils sont demeurés dans l'eau, nous avons pu évaluer à quel endroit du lac Mead les meurtriers avaient vraisemblablement jeté les corps. L'emplacement se trouvait à seulement une centaine de mètres de Davis Cove, l'endroit où l'on avait retrouvé le premier cadavre. Juste à côté d'une fosse d'une profondeur de 240 mètres, les plongeurs remarquèrent un haut fond à 3,50 m sous la surface. Il y avait là un sac de jute semblable à ceux utilisés pour les cadavres. Le sac fut envoyé au labo pour analyse. Il contenait la plaque d'immatriculation d'une voiture du service de sécurité publique. On trouva également 2 revolvers. Ils étaient malheureusement trop rouillés pour qu'on puisse y prélever des empreintes digitales. Des pierres semblables à celles qu'on trouvait à Bonnelly Landing avaient servi à garder le sac au fond de l'eau. Les experts remarquèrent également la présence de ciment aggloméré à travers le tissage du sac. Les agents appelèrent Stan en espérant que le propriétaire de la station-service pourrait identifier Michael à partir de la photo du permis de conduire de l'un des 2 hommes qui lui avaient demandé de remorquer leur véhicule à Bonnelly Landing. Parmi 6 photos, Stan reconnut sans mal le visage de Michael Polland. Les agents du FBI disposaient enfin d'un suspect. Ils espéraient maintenant découvrir l'identité de son complice en le faisant surveiller. Mais si celui-ci ne semblait pas avoir de travail, il dépensait beaucoup d'argent. D'ailleurs, une moto toute neuve était garée devant chez lui. Le FBI identifia un des hommes qui visitait fréquemment Michael. Il s'agissait de son jeune frère, Patrick Polland. Celui-ci venait de s'acheter une nouvelle voiture. Nous avons essayé d'obtenir le plus d'informations possible sur l'argent qu'ils avaient dépensé et sur les revenus qu'ils touchaient. Ces 2 aspects ne concordaient pas très bien. Quand ça arrive et que l'on sait que ces 2 personnes ont accès à autant d'argent sans raison véritable, c'est déjà un indice révélateur. Les agents interrogèrent le père des 2 suspects et ils photographièrent son pick-up. Monsieur Polland père reconnut que ses fils lui avaient emprunté son véhicule le jour du vol. 2 semaines plus tôt, il s'était servi du plateau de son pick-up pour y mélanger du ciment. Les agents prélevèrent des échantillons de la poussière encore présente pour la faire analyser. Des experts du FBI se mirent au travail. Ils comparèrent ensuite la poussière au ciment prélevé à même le tissu des sacs trouvés dans le lac Mead. Ils conclurent que celui-ci provenait du même lot de fabrication. Une fois encore, le FBI soumit Stan à une séance d'identification de photos, mais il ne put dire si Patrick Polland était bien celui qu'il avait vu en compagnie de Michael. Il reconnut toutefois le pick-up qu'il avait remorqué près du lac. Aux premières heures du 27 juillet 1977, des agents se rendirent chez Michael Polland munis d'un mandat de perquisition. Polland déclara qu'il était vendeur de bijoux à son compte. Il déclara que le jour du vol, il était à Las Vegas pour y acheter des pierres précieuses. Les enquêteurs trouvèrent 12 000 $ en liquide chez lui. Michael déclara que c'était l'argent dont il se servait pour régler ses dépenses d'affaires. Les agents confisquèrent de nombreux reçus.
L'un d'eux était celui de l'achat de 2 tasers vendus à un certain Mark Harris un mois avant le vol. Les agents fouillèrent ensuite la maison de Patrick, qui se trouvait non loin de celle de Michael. L'agent spécial Frank Mowry, aujourd'hui à la retraite, lui demanda si lui et son frère Michael étaient allés au lac Mead. Patrick donna une toute autre version des faits que son frère. Il a commencé par dire que son frère et lui étaient allés à la pêche. Il était très nerveux, extrêmement nerveux. Il a eu du mal à nous donner le détail de ses allées et venues, particulièrement le jour du crime et le lendemain. La fouille de sa maison permit aux agents de trouver des armes et 16 000 $ en argent liquide. Le FBI confisqua les voitures que les 2 frères possédaient avant le vol et les fit examiner. Les empreintes de pneus ne correspondaient pas à celles de la scène du crime. Il n'y avait d'ailleurs aucun lien entre ces véhicules et le crime. Des agents se rendirent ensuite chez l'armurier qui avait vendu les 2 tasers à un certain Mike Harris. Le vendeur qui s'était occupé de la transaction ne se souvenait que d'une chose. Harris était un homme de race blanche dans la vingtaine. Comme le reçu se trouvait chez Michael Portland, tout portait à croire qu'il avait utilisé ce faux nom. L'agent spécial Mowry fouilla les bases de données publiques à la recherche de tous les individus nommés Mark Harris, âgés entre 25 et 40 ans. Nous en avons identifié littéralement des centaines à partir du bureau d'immatriculation, du bottin téléphonique et d'autres sources d'informations qui nous étaient disponibles. Nous les avons retracés, sommes allés chez eux et les avons interrogés. Aucun d'entre eux n'avait quelque chose à voir avec ce crime. Rien ne prouvait toutefois que Michael Portland utilisait ce pseudonyme, et il n'y avait aucune preuve matérielle de la culpabilité des 2 frères dans ce crime. Au cours des 10 mois suivants, les enquêteurs examinèrent les dépenses des 2 frères. Ces derniers firent l'acquisition d'une salle de jeu d'arcade. Même si le FBI disposait de quantités de preuves indirectes, tant qu'on ne trouverait pas des preuves formelles, il serait impossible de faire juger les frères Portland. En avril 1978, le FBI soupçonnait Michael et Patrick Portland d'avoir tué 2 gardiens de fourgon et volé près de 300 000 $. Après 11 mois d'enquête, les agents ne disposaient pas de preuves suffisantes pour convaincre un grand jury de faire inculper les suspects. L'agent Frank Mowry cherchait désespérément des éléments pour consolider l'enquête. Nous manquions lamentablement de preuves matérielles, aucune empreinte digitale, aucun vrai témoin. Nous n'avions pas la moindre parcelle de preuves matérielles qui auraient pu démontrer l'implication de Michael et Patrick Portland dans ce crime. L'agent porta alors son attention sur les 3 sacs de jus trouvés dans le lac Mead avec les corps des gardiens. Il visita 20 usines du secteur de Phoenix où les sacs auraient pu avoir été faits, mais aucun de ces manufacturiers ne reconnut une production de son usine. Personne ne pouvait même me donner une idée de l'entreprise qui pouvait avoir fabriqué de tels sacs. On m'a même dit qu'ils venaient sans doute d'une autre ville. Ça m'a vraiment découragé. Les agents se rendirent à la dernière manufacture de leur liste et montrèrent leur sac au propriétaire. Celui-ci affirma qu'il en était le fabricant. C'était un sac fait sur mesure par l'une de ses couturières. Il identifia également le tissu commandé spécialement d'une entreprise en Géorgie. Selon lui, il était sûrement le seul fabricant du secteur à faire ce type de sac sur commande. Il m'a dit qu'il avait certainement conservé quelque chose dans ses papiers et qu'on pourrait retracer le reçu parce que le client était forcément entré chez lui pour commander ces sacs bien particuliers selon certaines dimensions spécifiques. Au bureau du FBI de Phoenix, des agents se mirent à l'œuvre et examinèrent les centaines de reçus du manufacturier de sacs sur une période de plusieurs années. Après presque une semaine, ils trouvèrent enfin le reçu d'une commande de 3 sacs sur mesure effectuée seulement 1 mois avant le vol. L'homme qui les avait achetés s'appelait Mark Harris. C'était le même nom que celui qui figurait sur le reçu des 2 tasers que les agents avaient trouvé quelques mois plus tôt lors de recherches chez Michael Portland.
Il devenait de plus en plus évident que le nom de Mark Harris était le pseudonyme de Michael Polland. Le reçu d'achat de sacs de jute reliait cet individu aux 2 gardiens assassinés. De plus, le ciment trouvé dans la boîte du pick-up correspondait à celui qu'on avait prélevé sur les sacs. Le 17 mai 1978, après 1 an d'enquête, un grand jury fédéral produisit enfin les chefs d'inculpation de Michael et Patrick Polland pour vol et enlèvement. Gentlemen, these men should both be considered extremely armed and dangerous. They both On have, pouvait déjà prévoir que les Polland ne se rendraient pas sans opposer de résistance. they've both already killed 2 men that we know of. You got your route plan. You're going to be picking up Patrick. Got it. We're going to be picking up Mike. Check your weapons. Check your vests. L'agent Chenoweth craignait une confrontation armée. Tout devait être soigneusement planifié. Les Polland pouvaient avoir un comportement violent, comme le démontrait le sort qu'ils avaient réservé aux gardiens. Nous savions que nous devions éviter de les arrêter alors qu'ils se trouvaient dans la maison. Et il nous fallait les arrêter dans un autre endroit. Les agents craignaient que les suspects ne se barricadent chez eux et qu'une fusillade s'ensuive quand ils auraient compris qu'on s'apprêtait à les arrêter. Les agents attendirent donc de voir apparaître Patrick Polland. Lorsqu'il sortit enfin de chez lui, il portait un étui à pistolet. Les policiers le prirent en filature jusqu'à ce qu'il trouve un endroit plus sécuritaire où ils pourraient l'arrêter. La deuxième équipe d'arrestation attendit que Michael Polland sorte d'une agence immobilière. Une fois à l'extérieur, il y aurait moins de risques qu'une balle perdue fasse une victime. Au même moment, la première équipe rattrapa Patrick devant l'arcade. Les agents l'interceptèrent juste avant qu'il n'y entre. Nous nous sommes identifiés. Il se souvenait de moi pour m'avoir vu à quelques reprises. Je lui ai alors dit que son heure était venue, que nous avions des mandats pour les arrêter tous les deux. Il s'est rendu sans problème. Il était armé. Il avait avec lui un magnum de calibre 44, en plus d'autres armes dans sa voiture, mais il n'a pas tenté de les utiliser. Les agents appelèrent la seconde équipe pour les aviser de l'arrestation de Patrick. Michael Polland se trouvait dans l'agence immobilière depuis près de 45 minutes. Les agents craignaient qu'il n'ait appris la nouvelle de l'arrestation de son frère et qu'il se prépare à un affrontement. Ils décidèrent d'entrer dans l'immeuble. Federal agents, please step back. Mike Polland, you're under arrest. Le présumé meurtrier se rendit sans le moindre incident. Il refusa toutefois de répondre aux questions des policiers et pressa son frère de faire de même. Les deux hommes n'avaient laissé aucune empreinte digitale sur les cadavres ou dans le fourgon. Par conséquent, Michael était sûr que le FBI ne pouvait rien contre eux. Dans une affaire comme celle-ci, il y a une double juridiction. Le gouvernement fédéral d'abord, en raison du vol du fourgon, et les autorités de l'État d'un autre côté, compte tenu des meurtres. Les autorités mirent au point la meilleure stratégie pour remporter la cause. Les procureurs de l'État et du fédéral décidèrent de se partager les actes d'accusation. Les Polland subirent un procès pour le vol et l'enlèvement devant une cour fédérale. Le 15 février 1979, sur la base de preuves indirectes,
Le jury trouva les deux frères coupables de toutes les accusations qui pesaient contre eux. Ils furent condamnés à 100 ans de réclusion. Les deux gardiens étaient des personnes qui travaillaient dur et qui étaient loyales envers leur entreprise. Ces deux hommes y travaillaient depuis 20 ans. Ils n'étaient qu'à quelques semaines de leur retraite. C'étaient aussi des hommes loyaux envers leur famille, des personnes bien, pratiquantes, des hommes qui avaient donné beaucoup de temps et consacré de nombreux efforts à leur entreprise. Et juste comme ils allaient enfin prendre leur retraite, ils ont été tués. En novembre 1979, un jury de l'Arizona rendit son verdict, coupable de meurtre. Le juge condamna alors les deux frères à la peine de mort. Les Pollund firent appel de cette décision, forçant ainsi la Cour suprême de l'Arizona à trancher. Les preuves reliées à l'achat des tasers furent jugées irrecevables. On s'aperçut également que les membres du jury avaient discuté du procès fédéral, ce qui leur était interdit. Devant ces faits, les accusations d'homicide contre les deux frères durent être levées. Même si les agents avaient l'intime conviction que les frères avaient brutalement assassiné les deux gardiens, les procureurs de l'État refusaient d'ouvrir un nouveau procès. Malheureusement, en vertu des lois sur la libération conditionnelle à cette époque, Michael et Patrick pourraient tenter de recouvrer la liberté dans moins de 7 ans. En 1982, le procureur de l'Arizona refusa de tenir un autre procès pour homicide contre Michael et Patrick Pollund. Il invoqua les coûts prohibitifs ajoutés à la difficulté d'établir leur culpabilité, compte tenu des preuves jugées irrecevables par la Cour suprême de l'Arizona. Le procureur fédéral Melvin McDonald fut outré d'apprendre que les frères Pollund échapperaient à cette condamnation pour meurtre. J'avais suivi l'affaire dans les médias et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je jouerais un rôle dans cette affaire. Mais en 1982, il est devenu évident qu'on allait abandonner ce cas à moins que quelqu'un n'intervienne. J'ai alors appelé le procureur du comté et j'ai offert mes services bénévolement. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un procureur fédéral exerça la fonction de procureur de l'État par intérim. McDonald devait donner un souffle nouveau à une affaire que plusieurs jugeaient impossible à soumettre à nouveau à la justice. 5 années s'étaient écoulées entre le crime et ce nouveau procès. Beaucoup de témoins étaient partis vivre dans d'autres États. Leurs souvenirs étaient de moins en moins précis. Or, nous devions reconstituer et présenter ce crime comme s'il venait de se produire, alors qu'en fait, il remontait à 5 ans. Le procureur entendait établir d'une façon définitive le moment où l'on avait jeté les victimes dans le lac Mead et prouver qu'au même moment, les Pollund étaient eux aussi au lac, de sorte qu'il n'y ait plus de doute sur leur implication dans cette affaire. Un de nos problèmes, c'était qu'on avait découvert les victimes 6 semaines après le meurtre. La défense allait donc forcément rétorquer que les meurtriers avaient pu les y abandonner à n'importe quel moment. De concert avec le FBI, le procureur trouva un indice dont on n'avait pas tenu compte lors des procès précédents. La montre du deuxième gardien de sécurité qui s'était arrêté à 22h37 le 26 mai. Or, les montres de ce modèle s'arrêtaient si on ne les bougeait pas pendant plus de 12 heures. Ainsi, la montre du gardien s'était arrêtée lorsque son bras avait atteint le fond du lac Mead. Nous avons demandé à des experts en horlogerie de démonter la montre et de faire la preuve qu'elle ne s'était pas arrêtée à cause de dommages causés par infiltration d'eau. Résultat, aucune eau n'avait atteint le mécanisme qui permettait à la montre de se remonter d'elle-même. Nous sommes même allés interroger des experts en Suisse et leur avons demandé d'évaluer combien de temps prendrait une telle montre pour s'arrêter si son mécanisme n'avait pas été entretenu pendant 5 ans. Les experts judiciaires se servirent ensuite de cette information pour déterminer le moment précis où le corps avait été jeté dans le lac. Leur estimation correspondait exactement au moment établi par les experts du FBI, c'est-à-dire celui où les Pollund faisaient remorquer leur pick-up à Bonnelly Landing. Selon le procureur, les deux frères s'y étaient rendus pour se débarrasser des corps.
Pour créer un peu d'effet dramatique, j'ai dit au jury que Newkirk leur parlait de l'au-delà, qu'il leur parlait de sa tombe et leur disait de regarder sa montre, qu'il leur envoyait un message grâce à elle. Le jury ne délibéra que pendant 3 heures. Le 18 novembre 1982, il trouva Michael et Patrick Poland coupables de meurtre. Le juge condamna les 2 frères à la peine de mort pour la seconde fois. À nouveau, les accusés firent appel de cette décision. C'est une des rares occasions où l'affaire s'est retrouvée devant la Cour suprême des États-Unis. Dans un jugement public, un jugement partagé, la Cour suprême a soutenu leur condamnation et leur sentence. Patrick Poland, qui n'avait maintenant plus rien à perdre, accepta de révéler exactement ce qui s'était produit aux enquêteurs et aux familles des victimes. En 1987, il avoua ses crimes à l'agent spécial Frank Maury. Ils avaient passé près d'1 an à suivre le fourgon et connaissaient son itinéraire par cœur. En tout cas, ils connaissaient l'itinéraire le jour où les gardiens se rendaient à Prescott pour remettre de l'argent aux banques de cette ville. Ils savaient à quel endroit ils s'arrêtaient, combien de fois ils s'y rendaient et le temps que ça prenait. Ils savaient tout. Les Poland utilisèrent une autre voiture que la leur pour commettre le vol. Ils en louèrent une et réglèrent la note en liquide. Le FBI avait été incapable de la retrouver. Au moment de l'enquête, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'une voiture louée. Lorsque nous l'avons constaté, l'entreprise de location l'avait probablement déjà louée 200 fois. Nous n'avons jamais pu savoir avec certitude quelle voiture avait été utilisée pour commettre le vol. Les frères installèrent un gyrophare sur le toit et posèrent une plaque d'identification semblable à celle du service de sécurité publique de l'Arizona. Ils préparèrent ensuite l'équipement dont ils auraient besoin pour faire le coup. Les Poland attendirent plus d'1 heure. Le fourgon était en retard sur son horaire habituel. Finalement, les 2 frères virent leur proie approcher. Patrick était au volant de la fausse voiture de police et Michael se cachait sous le tableau de bord. Ils forcèrent le fourgon à se ranger sous prétexte que les gardiens avaient fait un excès de vitesse. Dans pareil cas, la politique de l'entreprise était stricte. On ne devait jamais ouvrir les portes du fourgon, même si la police obligeait le véhicule à s'arrêter. Patrick ordonna au conducteur de descendre du fourgon. Le conducteur et son collègue ne tinrent pas compte de la procédure et se mirent ainsi dans un état de vulnérabilité. Les Poland obligèrent alors les gardiens à monter à l'arrière du fourgon. Michael se mit au volant pendant que Patrick conduisait la voiture. Mais lorsque Patrick partit, le fourgon ne le suivit pas. Cela expliquait la présence des traces de pneus devant l'endroit où le fourgon s'était arrêté. Lorsque Patrick arriva enfin à l'arrière du fourgon, Michael frappait les gardiens. Mike! What the hell are you doing? Smarting off. Come on out of there, man. We haven't got time for this. Les 2 frères mirent les gardiens KO avec leurs armes à impulsion. Ils partirent ensuite, chacun au volant d'un véhicule, dans le désert près de Bumblebee. Pat. L'un des gardiens semblait être mort des suites des coups reçus.
Michael décide alors que l'autre gardien devait mourir lui aussi. Il avait apporté un garrot de sa fabrication dans sa poche, une corde attachée à 2 morceaux de bois. Nous avons découvert que Michael était le planificateur de toute l'affaire, l'instigateur, celui qui imposait sa loi dans ce crime. C'est lui qui avait assassiné les 2 gardiens. Patrick, bien sûr, l'avait aidé, pressé par son frère. Mais c'était Mike qui avait mis la corde autour de leur cou pour les étrangler. Selon Patrick, Michael avait enterré le plus gros du montant d'argent volé dans le désert. Une des membres de la famille Portland savait où se trouvait cet argent. Comme elle accepta de collaborer avec la police, elle ne fit pas l'objet de poursuites pour son implication dans l'affaire. Soumis aux éléments depuis autant d'années, les billets avaient pourri. Les aveux de Patrick permirent de mettre un point final à l'affaire. Nous disposions de presque tout ce que nous voulions savoir. Nous nous sentions mieux, évidemment, du fait que le criminel était passé aux aveux, parce qu'il nous reste toujours un doute tant qu'on ne l'a pas entendu de la bouche même de l'auteur du crime. La Cour a rejeté toutes les demandes d'appel des Portland. L'État de l'Arizona a fait administrer une injection létale à Michael Portland le 16 juin 1999. Après s'être vu refuser tous ses appels à la clémence, Patrick Portland a été exécuté 9 mois plus tard, soit le 15 mars 2000. Contrairement à son frère, Patrick s'est servi de ses derniers moments pour exprimer ses regrets d'avoir causé tant de peine et de souffrance aux victimes et à leurs familles.